Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Le présent cours est destiné aux étudiants de semestre 2, filière de sciences économiques et de gestion. Je vais commencer ma présentation par une introduction générale qui mettra l'accent sur 4 points essentiels. Définition et origine de la macroéconomie, la différence entre la microéconomie et la macroéconomie, la méthode d'analyse utilisée en macroéconomie, à savoir les modèles économétriques, et les deux grands courants théoriques qui ont influencé l'analyse macroéconomique. La macroéconomie étudie le fonctionnement économique d'un pays à travers les grands agrégats économiques. Autrement dit, la macroéconomie étudie l'économie à l'échelle d'un pays à travers les relations entre les grands agrégats économiques, tels que par exemple le revenu, l'investissement, la consommation, le taux de chômage, etc. C'est une discipline relativement récente. Le terme macroéconomie a été utilisé pour la première fois par l'économiste norvégien Regin Fresh en 1933. Cependant, en faisant référence à la pensée économique, on peut dire que la démarche macroéconomique est très ancienne, puisqu'il est habituel de chercher les origines du circuit économique dans le tableau économique de François Quinet. La macroéconomie en tant que discipline propre au sein de l'économie n'apparaîtra réellement que dans les années 30 grâce aux travaux de Jean Maynard Keynes. Donc, pour bien comprendre la rupture de l'analyse keynésienne, il faut rappeler l'état de la réflexion économique avant les années 30. Donc, la base de la réflexion s'inscrivait dans le courant classique qui considérait que les marchés aboutissaient spontanément à l'optimum, c'est-à-dire à l'équilibre, grâce à la flexibilité des prix. Il en résultait des prescriptions de laisser faire. Ces analyses se sont avérées incapables de proposer une explication et des remèdes convaincants à la crise de 1929. Donc plusieurs faits marquants vont à cette époque conduire à la naissance de la macroéconomie. Les pays occidentaux ont connu une des plus graves crises économiques de toute l'histoire. La production industrielle mondiale a diminué de plus d'un tiers en 4 ans. Elle est presque divisée par 2 entre 1929 et 1932 aux États-Unis. Le taux de chômage a atteint 25% de la population active américaine en 1933. En Allemagne, le chômage a frappé 40% de la population active en 1932. Cette dépression mondiale a montré que le libre fonctionnement des marchés peut aboutir à un désastre collectif. La crise a alimenté la réflexion sur la manière de concevoir l'économie. Comment des taux de chômage aussi élevés peut-il survenir? Est-il par exemple pertinent de se concentrer uniquement sur le marché du travail pour analyser et comprendre les raisons de la crise économique? La crise a également suggéré un nouveau rôle pour l'État en présence d'économies de marché. L'ouvrage de référence de ce renouveau de la pensée économique est celui de Jean Maynard Keynes, intitulé La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, paru en 1936. Ce dernier a donné des explications et des remèdes à la crise de 1929. Ainsi, il a abouti à la conclusion suivante. Le niveau de l'emploi dépend de la demande de travail par les entreprises, laquelle est déterminée à son tour par le niveau de production, fonction lui-même de la demande anticipée de biens et de services appelée par 15 demande effective. Donc, Keynes a démontré que la cause du phénomène est une insuffisance de la demande globale pour les biens, de telle sorte que le remède à apporter consiste en une relance par l'état de cette demande.
Donc, en rupture avec l'analyse classique, Keynes s'intéresse à des agrégats et à des comportements globaux, produit national, consommation, investissement, etc. Il substitue aussi à un raisonnement qui repose sur des marchés où les prix ajustent l'offre et la demande, un raisonnement où l'équilibre se définit en termes de flux. Un dernier élément a joué en faveur de l'émergence de la macroéconomie, le développement des appareils statistiques. Ces derniers ont été mis en place dans tous les pays développés, ce qui a permis de progressivement disposer de données agrégées sur la consommation, la production, les prix, etc. La distinction entre analyse microéconomique et analyse macroéconomique est habituellement fondée sur la dimension de l'entité étudiée. D'ailleurs, les vocables micro et macroéconomie viennent des termes grecs mikros et macros, qui signifient respectivement petit et grand. La microéconomie analyse les comportements des agents individuels, rationnels, qui maximisent leurs fonctions objectives. Elle tente ainsi de décrire comment le consommateur individuel, guidé par ses préférences et limité par ses possibilités financières, peut atteindre le maximum de satisfaction en choisissant les quantités des différents biens qu'il lui est possible de consommer. Comment le producteur individuel, par exemple, guidé par ses possibilités techniques et économiques de production et limité par ses possibilités financières, peut atteindre le maximum de profit en écoulant sa production, obtenue à partir des facteurs de production qu'il emploie. Donc, autrement dit, comment l'ensemble des agents individuels qui consomment et produisent peuvent réaliser leurs souhaits en se rencontrant sur le marché. La macroéconomie s'intéresse à l'étude des caractéristiques globales d'une économie. Les agents économiques sont regroupés en catégories homogènes auxquelles on attribue des comportements globaux. Par exemple, on raisonne en se référant à la consommation globale de l'ensemble des consommateurs de la nation ou encore à l'investissement global de l'ensemble des agents qui investissent dans l'économie nationale. Donc la macroéconomie tente d'analyser les facteurs qui déterminent le niveau de l'activité économique globale d'un pays. Par exemple, il s'agit d'expliquer la détermination du niveau du revenu global qui est celui de l'ensemble de la nation, de l'emploi national, de la consommation globale de la nation, de son investissement global ou encore d'expliquer la détermination de l'évolution des prix. Donc la macroéconomie raisonne sur des groupes d'agents économiques et sur des agrégats. Elle poursuit 4 objectifs. La détermination des variables permettant d'expliquer le comportement des groupes d'agents, l'étude des relations entre les variables afin de déterminer l'existence de rapports stables, voire de lois entre ces variables, l'analyse des causes et des origines des principaux déséquilibres macroéconomiques et l'étude des moyens permettant de corriger ces déséquilibres et d'atteindre certains buts fixés par la société. Concernant les modèles économétriques, ils constituent une représentation simplifiée de la réalité. Vous savez que les enfants apprennent beaucoup de choses sur le monde qui les entoure en jouant avec des versions de jouets représentant des objets réels. Par exemple, ils rassemblent souvent des modèles de voitures, de trains ou d'avions. Ces modèles sont loin d'être réels. Les économistes utilisent également des modèles pour comprendre l'économie. Ces modèles sont des théories qui posent des relations entre des variables économiques afin de tirer des enseignements sur le fonctionnement de l'économie. Donc, pour comprendre les phénomènes économiques tels que le chômage et l'inflation, les économistes se donnent
une représentation simplifiée de la réalité en recourant à la modélisation. Mais cette tâche est loin d'être facile. La représentation pertinente de la réalité n'est pas une évidence, et la même réalité peut être représentée de plusieurs manières selon l'objectif visé par l'étude et surtout selon les hypothèses émises sur le système économique et sur son fonctionnement. Donc, les économistes ont recours à une variété de modèles qui peuvent être complémentaires. Autrement dit, un modèle est l'expression d'une théorie sous la forme d'un ensemble d'hypothèses qui relient entre elles des variables jugées pertinentes. On distingue deux types de variables dans un modèle, les variables endogènes et les variables exogènes. Les variables endogènes sont les variables que le modèle va expliquer. Les variables exogènes sont les variables qui sont considérées comme données. L'objectif, bien sûr, est d'expliquer les variations des variables endogènes par celles des variables exogènes. Le dernier point traité dans cette introduction générale concerne les deux grands courants qui ont influencé l'analyse macroéconomique, à savoir le courant classique et le courant keynésien. Le courant classique est le plus ancien. Il était la théorie la plus dominante avant la crise de 1929. L'économie politique classique repose sur l'hypothèse de rationalité des agents économiques. Chaque individu est rationnel, c'est-à-dire avant de prendre une décision, il va calculer et réfléchir. C'est-à-dire que l'individu est parfaitement informé et capable de comparer les plaisirs et les satisfactions qu'il peut atteindre avec les coûts et les peines qu'il faut supporter pour les obtenir. De ce fait, il cherche son intérêt personnel, c'est-à-dire le maximum de satisfaction. La recherche de l'intérêt individuel conduit à l'intérêt général. Dans cette perspective, l'harmonie des intérêts étant naturelle, il n'y a dès lors plus aucune raison pour qu'un pouvoir politique intervienne pour assurer l'intérêt général. Donc, il ne faut pas que l'État intervienne à travers des politiques économiques. Il faut faire confiance au mécanisme du marché. Et si un déséquilibre apparaît, la variation des prix permet le retour à l'équilibre, c'est-à-dire que le marché s'auto-régule. Autrement dit, le marché s'équilibre tout seul. En conséquence, il ne peut y avoir de déséquilibre durable entre les quantités offertes et les quantités demandées. Le courant keynésien s'est développé en opposition aux représentations économiques des classiques. Il considère que la demande effective ou la demande anticipée détermine le niveau de production et par conséquent le niveau de l'emploi. C'est-à-dire que la cause du chômage est les anticipations faibles des entreprises qui produisent peu et donc embauchent peu. Ainsi, si un entrepreneur anticipe une demande faible, il créera peu d'emplois, moins que si son anticipation était plus optimiste. Donc l'insuffisance de la demande globale peut engendrer une situation de sous-emploi. Et pour obtenir le plein emploi, il faut accroître la production nationale et pour cela augmenter la demande. Keynes a donc mis l'accent sur la nécessité de l'intervention de l'État à travers des politiques monétaires et des politiques budgétaires pour assurer la relance de la demande globale, permettant par la suite la promotion de l'emploi et du revenu national. La théorie keynésienne va influencer la politique économique des États-Unis et des pays d'Europe pendant plusieurs décennies
jusqu'aux années 1970. L'objectif de ce cours de macroéconomie est de déterminer les principaux outils que la science économique a mis au point pour l'analyse des réalités macroéconomiques. Pour atteindre cet objectif, on est amené à analyser 4 chapitres. Le premier chapitre se focalisera sur la description de l'activité économique. Le deuxième chapitre mettra l'accent sur les variables qui expliquent la consommation et l'investissement. Le troisième chapitre s'intéressera à l'équilibre macroéconomique keynésien et le dernier chapitre sera consacré à l'étude de l'équilibre macroéconomique classique. Merci pour votre attention.